François Biot-de-Lochner, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Liberté Politique. Vous êtes également auteur d'un livre, Les Parfums du Château, et d'autres livres également, mais on parlera entre autres des Parfums du Château. Et à apparaître un livre, Le Tsunami pornographique. Vous êtes également président de Stop au porno, une association de sensibilisation contre la pornographie, et c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui. J'aurais une première question sur la pornographie. Qu'est-ce qui pose problème dans la pornographie ? La pornographie, c'est probablement le problème principal du siècle, ou en tous les cas, un des principaux problèmes du siècle. Pourquoi ? Parce que la pornographie, c'est une espèce de vague déferlante qui tue purement et simplement la personne, les familles, les sociétés et donc l'humanité tout entière. Tout cela dans un silence assourdissant. Et donc, ne pas parler de ce sujet central, pour moi, est plus qu'une erreur, c'est une faute d'une extrême gravité. La pornographie est un véritable fléau, c'est un drame absolu, ça ne se discute même pas. Ça fait des années que j'en discute beaucoup avec des gens qui, quand ils me disent que ça n'est pas un problème, n'ont absolument aucun argument, à part un seul, la liberté. Ce qui est complètement faux comme argument. On voit qu'ils n'ont pas fait de philosophie parce que la liberté n'a jamais été de chercher le mal absolu. Mais on a vu dans l'histoire, par l'art, énormément de tableaux, de statues de nus. Les représentations de nus ne sont pas une nouveauté. Quelle est la différence entre les statues grecques antiques où il y avait des représentations de femmes nues et aujourd'hui la pornographie ? Alors, il y a une différence absolument fondamentale, et vous faites bien d'aborder d'ailleurs le sujet par ce biais-là, parce que c'est effectivement quelque chose que j'entends beaucoup, et c'est aussi la différence entre l'érotisme et la pornographie, etc. Dans le passé, pour faire très court, jusque grosso modo le XVIIIe siècle, les représentations de nus n'avaient pas du tout pour objet d'exciter les pulsions sous toutes ses formes. Ce n'était pas du tout ça, c'était des représentations, simplement. Alors certes, ces représentations pouvaient donner des idées, mais le but de l'artiste n'était pas de générer des pulsions incontrôlées qui pouvaient aboutir en fait purement et simplement à des désastres personnels ou à plusieurs, ou même dans la société tout entière. Aujourd'hui, et depuis spécifiquement le XVIIIe siècle, la pornographie est considérée comme une arme de destruction massive des sociétés dites chrétiennes. Et donc, la pornographie, alors ce que je dis là, c'est revendiqué par les pornocrates et les pornosophes depuis, grosso modo, 3 ou 4 siècles. On parle toujours du marquis de Sade, en disant c'est une exception. Mais le marquis de Sade était tout sauf une exception. Au XVIIIe siècle, le marquis de Sade était adulé par une très grande partie des élites de l'époque, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, et notamment par les philosophes entre guillemets des Lumières, qui avaient bien compris que pour détruire la société chrétienne qu'ils vomissaient par tous les pores de leur peau, le meilleur moyen était de diffuser la pornographie, c'était l'arme de destruction massive. Et je voudrais simplement vous donner un seul exemple, parce que vous allez me dire, oui mais tout ça ce sont peut-être des concepts, bon c'était peut-être des idées, ben oui, mais Lénine, qui s'est appuyé, c'est lui qui le dit, indéfiniment dans tous ses écrits, sur la Révolution française. Qu'a-t-il fait en 1917 ? La première chose qu'il a faite pour détruire les racines chrétiennes de la Russie, ça n'a pas été de mettre immédiatement en place la dictature du prolétariat, ça a été de transformer la Russie en un immense lupanar. Liberté sexuelle absolue, dissolution sexuelle absolue, tout était possible, tout était permis. La société russe ne se l'est pas fait dire 2 fois. La Russie est partie, mais dans un véritable désastre sur le plan de la liberté sexuelle, au point que très rapidement, il y a eu des remontées vers Lénine et son adjointe Koulenkaï, la célèbre Koulenkaï qui avait appuyé sur le bouton à fond parce qu'elle savait que c'était un moyen de détruire une société chrétienne, un moyen pratiquement le meilleur moyen, le moyen en or si vous voulez. Et Lénine est revenu en arrière au bout de quelques mois en disant halte au feu, on revient aux normes classiques car on est en train de détruire non pas les racines chrétiennes de la société, mais la société tout entière. Au point d'ailleurs qu'il y a eu même des décrets menaçant de mort certaines dérives sexuelles, etc. Donc vous voyez, c'est allé très très loin.
Donc on voit bien que effectivement, dès le XVIIIe siècle, tout a été fait pour promouvoir la pornographie. On a eu un cas très précis avec Lénine. Aujourd'hui, on n'a plus du tout besoin de Lénine. C'est simplement la société libérale libertaire qui a ouvert les portes en grand, car elle a compris que le seul moyen de détruire une société détestée, une société morale, une société chrétienne, c'était effectivement de promouvoir la pornographie. Alors, quel est l'impact de la pornographie? Comment est-ce que la pornographie arrive à détruire une société? Alors, la pornographie détruit massivement la société par d'abord la destruction de la personne. La destruction de la personne, alors on ne va pas rentrer trop dans le détail des choses, mais si vous voulez, c'est une destruction physique et psychologique. Et on parlera de la destruction sociale, mais qui est à cheval entre la société et la personne. La destruction physique, et je suis absolument sidéré qu'on en parle si peu, c'est l'atteinte du cerveau par la pornographie. Les neurosciences, maintenant, le montrent très clairement, le montrent de façon scientifique, les docteurs, les savants en neurosciences le démontrent et le surdémontrent. La pornographie, notamment par Internet, mais pas uniquement par Internet, car la pornographie, c'est beaucoup plus qu'Internet. Mais si on prend, par exemple, la pornographie par Internet, ça abîme définitivement le cerveau par une action directe sur une substance qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est une substance en fait qui produit les excitations primaires dans le cerveau et qui fait que l'on peut d'ailleurs avoir nos besoins primaires qui soient satisfaits, si je puis dire. Par exemple, si vous vous mettez devant une table, pourquoi est-ce qu'on a de l'appétit quand on voit de la nourriture? C'est à cause de la dopamine qui excite le cerveau et qui donne de l'appétit. La dopamine, sur le plan de la sexualité, est extrêmement importante. Or, il est prouvé scientifiquement que la pornographie à haute dose détruit complètement la dopamine et fait que le cerveau est atteint. Les conséquences sont considérables pour la personne. Et c'est pour ça d'ailleurs que, puisque la dopamine ne remplit plus son rôle, quelqu'un qui tombe dans la pornographie ira toujours plus loin pour essayer de s'exciter toujours plus, mais à la fin il n'y arrive plus du tout. Et d'ailleurs sa sexualité est massacrée, parce que quand on dit que c'est un moyen d'exciter la sexualité, oui provisoirement, mais plus du tout à terme. Donc ça c'est un côté physique. Il y a tout le côté compulsif, le fait par exemple, là encore sur Internet, de ne plus pouvoir du tout se maîtriser. La compulsion sur la souris, le fait qu'on clique, ça détruit petit à petit le système nerveux, ça rend compulsif, ça détruit l'équilibre en fait, tout simplement. Ça c'est le côté le côté physique et psychologique. Et puis, j'allais dire que par capillarité, les familles détruites par la pornographie se comptent en légions. C'est incalculable. Nous, on reçoit des témoignages de tous les côtés, c'est absolument effrayant. Mais comment peut-on imaginer que dans un ménage, monsieur regarde de la pornographie tous les soirs sans que madame s'en aille? C'est tout simplement impossible. Et inversement, puisque les femmes tombent de plus en plus dans la pornographie. Et j'ai aussi des témoignages en très grand nombre, et ceux-là sont vraiment poignants, d'enfants qui tombent dans la pornographie et qui détruisent toute leur famille parce que la famille ne sait plus comment gérer et ça prend de telles proportions que la famille explose en vol. Et donc, si l'individu explose en vol, que les familles explosent en vol, la société tout entière, évidemment, est gravement atteinte. Et c'est en cela que c'est un tsunami mondial sur lequel il faut lutter avec la dernière énergie. Et alors, Stop au porno, comment est-ce que vous comptez lutter contre la pornographie? Comment est-ce que vous luttez déjà aujourd'hui contre la pornographie? Alors, on a commencé notre travail avant que Stop au porno. Stop au porno existe depuis une petite année. Nous avions commencé depuis très longtemps ce travail sur la pornographie. Moi, personnellement, si vous voulez, j'ai écrit les premières choses sur la pornographie il y a une quinzaine d'années, même d'ailleurs il y a une vingtaine d'années, dans un silence assourdissant, avec des gens qui pensaient que j'étais complètement malade, en disant mais ce garçon a un problème, c'est lui qui doit être soigné. Maintenant, ça fait plus du tout rire les gens et voilà. Donc Dieu merci d'ailleurs. Donc, Stop au porno, si vous voulez, essaye d'agir sur tous les fronts avec les moyens qui sont les siens, j'espère avec des moyens qui vont s'accroître dans l'avenir. Alors, dans le désordre, on fait des actions un petit peu macro et puis des actions micro. Les actions macro, entre guillemets, c'est d'abord attaquer en justice gaillardement les promoteurs, les concepteurs, les diffuseurs de la pornographie. Il y a un code pénal, il y a de lourdes peines de prison et d'amende pour ceux qui font ces choses-là. Il faudrait tout de même que le code pénal soit appliqué. Le procès le plus emblématique que nous ayons en cours, c'est contre l'éducation nationale pour incitation des jeunes à la débauche. Parce que ce que fait l'éducation nationale
honnêtement, est au-delà de l'infâme. C'est ignoble. Ce qu'il propose comme manuel, comme petit bouquin de référence, comme site, comme vidéo, c'est glaçant. Tellement c'est pervers, tellement c'est infect, tellement c'est infâme. Donc, le procès est en cours, nous verrons ce que ça donnera. Donc, des attaques enregistrées, ce ne sont pas les seules que nous menons. Nous avons plusieurs autres procès en cours. Nous sommes en train d'ouvrir de nouveaux procès. Donc, nous y allons gaillardement et tout azimut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et celui-là est fondamental, nous voulons absolument que les gens prennent conscience de la gravité de la pornographie. Il y a 2 ou 3 ans, honnêtement, quand j'en parlais, 8 fois sur 10, les gens disaient « vous exagérez, une fois de plus vous voyez tout en noir, c'est un peu déprimant ». Bon, là, on n'est plus du tout dans le même cas de figure. Je dirais que de trimestre en trimestre, les choses évoluent. Pourquoi ? Parce que les personnes elles-mêmes, les familles, ou même la société commence à se réveiller et on le voit par exemple même dans la grande presse qui est souvent d'ailleurs relativement favorable à la pornographie, mais ils en parlent en disant alerte quand même, c'est gênant, les jeunes, voilà. Donc ils commencent à vaguement ouvrir le dossier. Donc ça procède, si vous voulez, je dirais, d'une espèce de sensibilisation générale sur le sujet, qui se traduit d'ailleurs par des sondages répétitifs maintenant qui disent que grosso modo, les 3/4 des Français sont très inquiets par la pornographie. Je pense qu'on aurait fait ce sondage il y a 10 ans, on a eu tort de ne pas le faire il y a 10 ans, mais je pense que ça aurait été probablement à 25%, si vous voulez. Donc il y a une véritable prise de conscience. Donc ça, alors comment est-ce qu'on fait ? Très concrètement, on participe à des émissions comme celle à laquelle vous avez la gentillesse de m'inviter. Je fais beaucoup de conférences en province, j'essaie d'investir les médias, on fait de la publicité dans des journaux. Vraiment, l'idée c'est de réveiller les consciences vraiment une bonne fois pour toutes et que ça commence à devenir un sujet mais évident dont il faut qu'on parle. Le troisième point, c'est que nous sommes en train de finaliser une école des parents par Internet. Là, c'est pour la cible enfant, parce que les parents sont complètement perdus. Et ça, c'est catastrophique, font confiance aux formateurs, entre guillemets. Mais qui forme ? Et dans quels établissements ? Ce que nous envoyons, honnêtement, globalement, il peut y avoir des établissements où les choses se passent admirablement, et je ne veux pas du tout critiquer certaines associations admirables qui font un très bon travail. Je raisonne de façon massive. C'est un véritable désastre. Dans le public, évidemment, où le LGBT a porte ouverte avec tous ces formateurs qui sont, grosso modo, à la belle vie sexuelle, ce qu'Attila est à la douceur de vivre. C'est aussi bête que ça. Bon. Mais également dans les écoles privées sous contrat, où il y a peu de discernement par rapport aux directions, qui ouvrent quelquefois leurs portes à des gens absolument infréquentables, qui font un mal fou. Donc ce qu'on essaie de dire aux parents, c'est, voilà, on est en train de monter des vidéos en ce moment, voilà 10, 12, 15 conseils. Si vous les suivez, vous avez de bonnes chances tout de même d'éviter le pire en tous les cas. Voilà. Oui. Et alors aujourd'hui, est-ce que la pornographie est reconnue par l'OMS par exemple comme une addiction, au même titre que les jeux vidéo qui ont été reconnus comme une addiction l'année dernière, au même titre que la drogue, le tabac ? Alors, l'OMS commence à prendre conscience et fait des publications qui sont assez intéressantes. Ça n'irait peut-être pas... Alors oui, si on parle vraiment d'addiction, ils reconnaîtront à l'OMS qu'on peut être addict. En revanche, la pornographie, pour eux, n'est pas encore un drame absolu. Bon, ils ne font pas le lien, ils ne veulent pas faire le lien direct. Donc, en gros, comme on est dans un système de liberté, voilà, il y en a qui tombent dans la pornographie, c'est pas très bien, donc il faut essayer de ne pas les faire tomber dans la pornographie. Ça ne va guère plus loin. En revanche, je vous cite 2 pays parce que c'est très intéressant et c'est assez récent. L'Angleterre est en train de travailler sur le fait de qualifier de maladie. Ce n'est même pas l'addiction à la pornographie, c'est disons le fait d'être pornophile. Et donc ça pourrait donc être soigné et donner lieu à des remboursements. Donc c'est quand même intéressant. Et l'Espagne est en train d'adopter la même voie.
Là, en France, on en est très loin, puisque, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, appuyé par Schiappa, est toujours dans sa logique droit sexuel des enfants à partir de la naissance, qui sont des recommandations de l'ONU, Où va l'ONU? Enfin, c'est absolument ahurissant, des droits sexuels à partir de 0 année, à partir de sa naissance. Honnêtement, il faut être complètement fou. Voilà, c'est tout, c'est de la folie pure, il n'y a même pas de débat. Enfin, bon, comment pourrait-on avoir des droits sexuels à 2 jours? Enfin, eh bien si, on a des droits sexuels le jour de la naissance. Et donc voilà, il y a des pays qui effectivement, il y a la Russie par exemple, prend des positions très fermes sur Internet. Les sites pornographiques sont complètement bloqués. C'est quand même magnifique. Bon, en Russie, on ne peut pas regarder de la pornographie sur Internet. C'est donc possible de bloquer pour un pays. Parfaitement, c'est parfaitement possible, et tous les dirigeants du monde entier le savent, mais en revanche, ils refusent absolument de le faire. Voyez-vous, je reviens à la France, on s'aperçoit, si vous voulez, que la société est tellement pornographiée que ça me frappe énormément dans mes conférences. J'ai toujours plusieurs personnes qui disent, dans les questions, parce qu'en général je fais un topo de 30 minutes, et puis il y a 1 heure et demie de questions, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh ben de toute façon c'est Internet. Ah bon? Le marquis de Sade, c'était Internet. Les philosophes des Lumières, c'était Internet. Lénine, c'était Internet. Mais de quoi parlez-vous? La presse, les livres pornographiques, ça fait des dizaines d'années ou des siècles que ça se propage à la vitesse mais de la fusée. Donc, c'est bien sûr, maintenant, l'outil principal est Internet, évidemment, mais c'est tout le reste. Et on vit dans une société complètement pornographiée, en fait. Mais il n'y a plus un film qui sort aujourd'hui sans qu'il y ait une scène qui se rapproche de plus en plus de la pornographie. Absolument. C'est pratiquement une règle absolue. D'ailleurs, petite anecdote que je ne raconte jamais, mais simplement pour répondre à votre intéressante constatation, je déjeunais un jour avec un producteur de films qui me disait, qui se revendiquait d'être le seul producteur un petit peu catho et un petit peu de droite de la place de Paris. Bon, un type assez provocateur, assez connu sur la place de Paris. Et au milieu du déjeuner, coup de téléphone. Et donc c'était en fait c'était ses adjoints qui étaient en train de tourner un film, et donc il faisait un petit point, il avait une question à lui poser. Et tout d'un coup, mon producteur soi-disant catho dit à toute force, j'étais un peu gêné parce qu'on était dans un restaurant, est-ce que vous avez bien fait les scènes de... Et ils se sont pris une volée de bois vert parce qu'ils avaient enlevé des scènes. Mais pour que ça se vende, il faut faire ça, vous devez le faire, etc. Vous savez très bien que sinon personne n'ira voir ce film, vous en mettez le maximum. Voilà ce qu'était le producteur catho il y a quelques années, quand il commandait à distance la production d'un film. C'est accablant. Et alors la pornographie, on a parlé donc des personnes qui en visionnent, il y a aussi l'envers du décor, les personnes qui produisent la pornographie et ce qu'on appelle aujourd'hui encore les acteurs pornographiques. Il y a un véritable drame qui est lié à toutes ces personnes qui sont esclaves de ce milieu, mais de plus en plus de personnes, et je pense entre autres à une réalisatrice qui s'appelle Erika Lust, milite pour une pornographie éthique. Est-ce que cette pornographie éthique est possible? C'est absolument impossible. Là, elle s'illusionne complètement. Ovidie, qui a écrit un livre, c'est un petit succès, qui est un livre hautement pornographique, où elle donne tous les détails possibles et inimaginables. C'est un livre insupportable, insupportable. Vraiment, bon, je l'ai lu, mais vraiment en me pinçant pour aller jusqu'au bout. Ces femmes-là font une analyse totalement erronée, extrêmement féministe du sujet. C'est-à-dire qu'en gros, si les actrices entre guillemets étaient bien payées, avaient la sécurité sociale, ceci, cela, ça pourrait tout à fait coller. Voilà, Ovidie c'est pratiquement ça, la fin de son livre. Donc elles sont totalement à côté de la plaque. Bien sûr qu'on fasse le zoom sur ces actrices entre guillemets, ça me paraît parfaitement logique et c'est absolument monstrueux ce qu'elles vivent.
C'est absolument insupportable. Bon voilà. Et les esclavagistes des temps modernes qui osent faire subir à ces femmes à la fois toute cette perversité sexuelle, cette immense violence, parce que c'est d'une immense violence ce que vivent ces femmes. Hein, il ne faut pas croire que ça se passe de façon soft. Bon, franchement, ces producteurs mériteraient la prison, c'est tout. Bon, voilà, ils sont exactement dans la logique du code pénal. Si on appliquait le code pénal, ils seraient en prison. C'est tout. Bon, là, la société se couche. On considère que pour la liberté, bon, donc on fait vivre un enfer à des centaines d'actrices qui vivent effectivement un enfer. Bon, voilà, donc effectivement, il faut, dans la lutte contre la pornographie, si nous arrivons à réduire ce tsunami pornographique, mécaniquement, on arrivera à réduire tout ce problème épouvantable des pseudo-actrices, évidemment. Mais quelle reconversion pour toutes ces personnes? C'est un milieu quand même qui draine énormément d'argent. Quelle reconversion pour toutes ces femmes qui finalement en vivent. Elles en ont fait leur métier. Oui, c'est la prostitution. Bon, donc la question que vous posez, c'est le problème de la prostitution. Que faire de toutes ces dizaines de milliers de femmes, des centaines de milliers de femmes, au niveau du monde sans doute de dizaines de millions de femmes, qui sont purement et simplement dans la prostitution. Ça, c'est le problème de la prostitution, si vous voulez. C'est vrai qu'elles sont démolies à un point tel qu'elles sont, on peut dire, démolies psychologiquement à vie, semble-t-il, sauf cas exceptionnel bien sûr, et démolies physiquement à vie. Donc effectivement, vous posez une très bonne question, mis à part la grâce du ciel pour les aider à s'en sortir, à vue humaine, c'est quand même très très difficile de voir des solutions pour elles, ça c'est sûr. Et alors pour toutes les personnes qui auraient des problèmes liés à la pornographie, qu'est-ce que vous leur recommandez? Qu'est-ce que vous proposez? Oui, alors pour les personnes qui sont effectivement dans la pornographie, donc je vous parlais tout à l'heure des parents, ça c'était pour essayer d'éviter que les enfants tombent dans la pornographie. Pour ceux qui sont tombés, qui soient tombés de façon très addictologique ou de façon un petit peu plus, j'allais dire entre guillemets un petit peu plus douce, eh bien nous avons une cellule d'écoute. Et évidemment gratuite, évidemment, par téléphone, et nous essayons, quand on a les personnes au téléphone, de travailler avec ces personnes-là, voilà, de faire en sorte qu'elles sont... On a eu déjà quelques beaux résultats, très encourageants, mais ça, clairement, ce sont des petites gouttes d'eau, si vous voulez. On ne peut pas envoyer systématiquement tous les addicts, tous ceux qui sont plus ou moins tombés dans la pornographie de façon un petit peu hard, si vous voulez. Et on ne peut pas les envoyer systématiquement chez des psychologues, c'est absolument impossible. Bon, c'est impossible. D'abord parce que ils ne le voudront pas en général, et puis deuxièmement parce que les psychologues, malheureusement, n'obtiennent à peu près aucun résultat sur le sujet. Je suis un petit peu dur pour eux parce que c'est leur métier, ils essayent, certains essayent très mal, d'autres essayent vraiment avec leur cœur, parce que là il faut vraiment y aller avec son cœur, hein. C'est très 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 difficile. Donc je dirais que moi je pense beaucoup plus à des accompagnements du style cellule d'écoute, accompagnement familial, évidemment accompagnement de prêtre, l'environnement familial. Si un garçon tombe dans la pornographie, le meilleur moyen qu'il s'en sorte est qu'il ait de belles relations avec des jeunes filles qui mécaniquement vont grosso modo, si vous voulez, équilibrer, rééquilibrer, redonner des belles idées. Et d'ailleurs c'est un petit peu le sens du roman que j'ai écrit en fait. C'est exactement ça. C'est une jeune fille qui sauve de la pornographie des amis improbables qui sont tombés dedans en fait. Et elle n'est pas psychologue. Elle est simplement très très belle personne qui, par son exemplarité, par ce qu'elle dit, par ce qu'elle vit tout simplement, arrive à sortir des gens de la pornographie. Ça, j'y crois énormément. Encore faut-il que les jeunes filles, les jeunes femmes, ou les femmes mariées quand leur mari jouent ce rôle. Il faut avoir le courage de jouer ce rôle, ce qui n'est pas facile. Lutter contre la pornographie par le beau, finalement. Merci beaucoup, François Billaud de Lochner, pour cet état des lieux de la pornographie. Et on rappelle donc pour toutes les personnes
qui voudraient en savoir plus, que vous avez un site internet, donc Stop Voilà. au porno, et sur lequel ils pourront trouver toutes les informations afin de lutter contre la pornographie. Simplement, je signale que pour ceux qui sont intéressés, nous avons un site donc, et l'on peut envoyer gratuitement un DVD qui fait un espèce d'état des lieux, si vous voulez, mais qui peut être vu par tout le monde. Il n'y a rien de glauque là-dedans, et il y a un professeur en neurosciences, il y a un grand avocat et c'est assez enrichissant. Le DVD est sorti il y a 15 jours. Franchement, on a de très bons retours et c'est gratuit parce que nous voulons absolument qu'il n'y ait aucune problématique d'argent. On est dans une problématique de survie, donc on envoie autant de DVD que les gens en veulent.